Grande pyramide d'Égypte. Les constructeurs de la Grande Pyramide ont-ils vu les fissures au plafond de la chambre du roi? Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fâche, du moins assez pour me faire censurer sur Wikipédia et me faire bannir de nombreux forums d'égyptologie. La plupart des égyptologues et des chercheurs amateurs pensent que les constructeurs ont vu les fissures au plafond de la chambre du roi, alors que de mon côté, je pense qu'ils n'ont rien vu et que ces fissures sont apparues des milliers d'années plus tard. Cette mésentente entre chercheurs, à propos de l'apparition de fissures, peut paraître anodine, et pourtant elle est de toute première importance, car si les constructeurs de la Grande Pyramide n'ont pas vu la fissuration des poutres, comment expliquer le rôle du passage qui relie la Grande Galerie à la chambre de Davison? On sait qu'il a été creusé par les constructeurs, car eux seuls savaient comment contourner les parties en granit. Son entrée est clairement visible en haut de la Grande Galerie, et elle n'a pas été rebouchée après coup. Les égyptologues sont certains que ce passage a été creusé pour aller vérifier la structure après la découverte de fissures au plafond de la chambre du roi. Nous allons voir qu'il n'en est rien et que cette interprétation erronée est simplement liée au fait qu'ils ont conclu que la chambre du roi était un tombeau avant même d'avoir compris le rôle des 5 plafonds, du passage et des conduits. Revenons un instant sur la coupe transversale de la chambre du roi. On y voit clairement les 5 plafonds réalisés avec des poutres en granit et les chevrons calcaires qui déchargent ces 5 plafonds du poids des niveaux supérieurs. Les 2 gros traits rouges représentent les poutres qui ont des joints entre elles. Pour une meilleure compréhension, voici une coupe longitudinale qui montre les joints symbolisés par les gros traits rouges de la vue précédente. Les constructeurs ont bourré les joints en plafond de la chambre du roi, mais aussi en plafond de la chambre de Davison. Jetons un petit coup d'œil dans la chambre de Davison. On peut déjà se poser 2 questions. Pourquoi les constructeurs ont-ils réalisé des joints au plafond de la chambre de Davison, puisque cette chambre était inaccessible sans le passage, et surtout comment ont-ils fait pour sortir de cette chambre une fois le dernier joint réalisé, si le passage n'existait pas encore? Vous pouvez remarquer aussi sur cette photographie qu'il existe un joint entre les poutres et le mur périmétrique. À l'heure actuelle, on peut constater que les poutres du plafond de la chambre du roi sont fissurées à proximité de leurs appuis. Ces fissures sont clairement visibles en sous-face des poutres du côté sud et au-dessus des poutres du côté nord, comme le montre cette photographie extraite du livre de Gilles Dormion, La chambre de Khéops. Cette fissuration est visible en fait uniquement sur les 3 premiers niveaux de poutres. Elle est due à un léger affaissement du mur sud, ayant entraîné une contrainte de cisaillement sur des poutres encastrées, ainsi qu'une légère ouverture des chevrons. Les 2 derniers niveaux de poutres ne se sont pas fissurés et ont simplement légèrement basculé, car il n'y avait pas assez de poids de granit au-dessus pour maintenir l'encastrement. Dans son livre La chambre de Khéops, publié aux éditions Fayard, Gilles Dormion pense que la fissuration des poutres de la chambre du roi est un accident qui a eu lieu avant la fermeture de la Grande Pyramide et aux grandes dames de ses constructeurs. Voici ce qu'il dit. Plusieurs indices flagrants attestent en effet que ceux-ci ont fait face à l'événement. En de telles circonstances, 3 interventions étaient possibles: étayer, vérifier, réparer. On trouve effectivement trace de ces 3 interventions. Étayer. Lorsque les fissures ont été constatées, la première mesure urgente consistait à étayer immédiatement. Or, le plafond de la chambre porte des marques caractéristiques. Ce sont des marques oblongues, brunâtres, situées sous les extrémités de chaque poutre de granit, exactement là où il fallait placer les étais. Vérifier. Dans un second temps, il importa de constater la nature, l'étendue et, si possible, la cause des dégâts, afin de tenter d'y apporter un remède. La seule façon de procéder consistait à aller vérifier l'état de la superstructure au-dessus du plafond de la chambre. C'est, sans nul doute, dans ce but que fut creusé le boyau d'accès à la première chambre de décharge. Réparer. L'indice le plus frappant est sans conteste l'existence de restes de mortier au droit des fissures de plusieurs poutres. Cette façon de voir les événements qui se sont produits dans cette pyramide a emporté l'adhésion de la plupart des égyptologues, au point que certains considèrent maintenant comme un acte de révisionnisme le fait de les contester. Voici ce que l'on pouvait d'ailleurs lire sur l'excellent blog Pyramidal, en réponse à un de mes articles prétendant démontrer que les constructeurs n'avaient pas vu les fissures. Or,
Quelles que soient ces théories ou hypothèses, pouvant éventuellement faire l'objet d'échanges de points de vue entre spécialistes concernés, il est certaines découvertes avérées ou certitudes scientifiques qui, au nom même de la plus élémentaire rigueur intellectuelle, doivent être reconnues comme telles sous peine de pourrir la sérénité du débat. La recherche scientifique et la vérité historique se doivent de respecter une éthique et une honnêteté intellectuelle sans lesquelles la porte est grande ouverte à toutes les fraudes et compromissions, ainsi qu'aux dérives qui entacheraient la crédibilité des découvertes. Il est trop facile de tordre ou mépriser certains constats indéniables sous prétexte de défendre une théorie personnelle, aussi respectable puisse-t-elle être subjectivement. Il y aurait donc des chercheurs honnêtes d'un côté, ceux qui pensent que les constructeurs ont vu les fissures, et de l'autre, un escroc intellectuel, en l'occurrence moi, Philippe Lheureux, qui tente de faire croire qu'ils ne les ont pas vus, uniquement pour essayer de promouvoir une théorie personnelle, et, on me l'a assez reproché dans les forums, vendre des livres. Puisqu'on parle de constats indéniables et de rigueur intellectuelle, allons-y pour mes arguments. Comme ça, vous pourrez juger par vous-même qui de moi ou de la vérité officielle est de mauvaise foi dans cette affaire. D'après la théorie officielle et les calculs de Dassault Systèmes dans le film sur la théorie de Jean-Pierre Houdin, la pyramide était presque terminée quand les poutres ont cédé. Pour que les constructeurs aient pu voir les fissures, étayer, vérifier et réparer, il faut forcément une circulation pour permettre l'accès des ouvriers et du matériel jusqu'à la chambre du roi. D'après la théorie officielle, cette circulation se faisait par le couloir ascendant, tant que la momie du pharaon n'était pas déposée dans son sarcophage. Ensuite, on lâchait les 3 bouchons de granit entreposés dans la grande galerie, et ceux-ci glissaient jusqu'en bas du couloir ascendant pour l'obturer. Le problème, c'est qu'une photographie prise par Adam Rutherford dans les années 50-60 vient contredire totalement le fait que les 3 bouchons de granit aient pu venir de la grande galerie. On peut remarquer de chaque côté de la partie basse des murs des excroissances rocheuses qui rendent absolument impossible tout glissement des bouchons jusqu'à la position où on les a trouvés. Le plancher bois, posé par Émile Barrez en 1920, faisant 50 cm de largeur, une simple règle de 3 permet de calculer qu'il restait 90 cm entre les excroissances, alors que les bouchons font 97 cm de largeur. On sait aussi, d'après les relevés de Gilles Dormion dans son livre La chambre de Khéops, que le bas du couloir ascendant est légèrement plus étroit que les bouchons de granit. Ceux-ci n'ont donc pas pu venir par la descendrie. Une conclusion étonnante s'impose. Les 3 bouchons ont été mis en place là où on les a retrouvés dès l'origine de la construction, interdisant de fait tout passage futur d'une momie par le couloir ascendant, mais aussi tout passage d'ouvriers et de matériel par ce couloir pendant la construction. Voilà qui expliquerait en partie pourquoi les bavures des joints au plafond de la chambre du roi n'ont jamais été nettoyées par les constructeurs. Il a fallu attendre Zahi Hawass et ses travaux de restauration entrepris en 2006 pour que les bavures soient nettoyées et les joints blancs repeints en noir. En faisant cela, il a modifié la réalité technique observable sur place et fait disparaître le fait que certaines bavures passaient par-dessus les marques brunes attribuées à des étais par les égyptologues. Personnellement, j'appelle ça du vandalisme archéologique. Mais revenons au problème de l'étayage. Les constructeurs connaissaient parfaitement le poids de leurs poutres puisqu'ils les ont posées. Près de 60 tonnes, dont 21 tonnes environ à supporter par étai. Et leur position, à 5,84 m du sol de la chambre, fait qu'il aurait fallu de gros troncs d'arbres pour les supporter sans flamber. Flamber est un terme technique pour indiquer une déformation en arc des étais. Reste à savoir par où auraient été acheminés tous ces étais, vu que le couloir ascendant était fermé dès l'origine de la construction, et, même s'il avait été ouvert, il ne risquait pas de passer en un seul morceau par l'embranchement formé avec la descendrie. Certes, on peut toujours reconstituer les étais à partir d'éléments plus petits, mais ils perdront en solidité et empiler des pièces de bois jusqu'à 5,84 m de hauteur, avec comme seul éclairage des torches et des lampes à huile, est loin d'être évident dans un endroit plutôt mal ventilé. À noter aussi que les marques brunes visibles au plafond de la chambre ne sont pas suivies de marques identiques sur le dallage, ce qui aurait dû être le cas s'il y avait eu étayage. Pourquoi la sève aurait-elle taché le plafond et non le sol de la chambre? Le même problème se pose d'ailleurs pour les poteaux de soutien des herses de l'antichambre. Aucun de ces poteaux n'a laissé de marque brune sur le dallage en granit,
Et pourtant, la pression sur les morceaux de bois y était plus importante que celle sur les soi-disant étais de la chambre du roi. Vous noterez au passage que l'entrée de la chambre était rétrécie par les poteaux qui soutenaient les 3 herses et encombrée par les cordages pincés par la mâchoire de la 4e herse fixe. Ce dispositif ne facilitait pas non plus le va-et-vient des ouvriers et du matériel. Je ne suis pas non plus d'accord avec Gilles Dormion quand il dit que les étais ont été placés exactement là où il fallait. En général, on ne positionne pas les étais à cheval sur les fissures, mais uniquement du côté à supporter, ce qui permet de reboucher les fissures sans avoir à démonter les étais. L'étaiement était aussi superflu du côté nord. La position de certaines marques brunes au ras des murs, et surtout le fait qu'elles sont recouvertes par les fameuses traces de plâtre au droit des fissures, démontre clairement que ces marques existaient avant la mise en place des poutres et ne sont nullement imputables à la présence d'étais. Elles ont parfaitement pu être causées pendant l'entrepôt sur chantier. Sur cette photographie, vous pouvez remarquer la présence d'un joint entre les poutres et le mur sud. Alors, voici ce qui s'est réellement passé. L'entrepôt sur chantier imprime des marques brunes en sous-face des poutres des deux côtés. Voilà qui explique pourquoi une poutre non fissurée a aussi des marques brunes en sous-face et pourquoi il y a des marques côté sud et côté nord. Lors de la mise en place des poutres, on tartine le sommet des murs avec du plâtre. Une des poutres touche le joint et se salit. Elle subit ensuite une translation sud-nord pour sa mise en place. La tache brune est donc recouverte par le plâtre. Les ouvriers réalisent ensuite les joints bourrés entre les poutres. Une fois le dernier joint du plafond réalisé, comme ils savent que cette chambre n'est pas un tombeau, ils mettent les herses en place et laissent les bavures non nettoyées. Des milliers d'années plus tard, suite à un affaissement du mur sud, les poutres se fissurent à proximité des appuis, en sous-face côté sud et en surface côté nord. On obtient donc le résultat suivant, où l'on voit très bien que les traces de bavure en provenance du joint mur-poutre passent par-dessus la marque brune faussement attribuée à un étaiement. Il faut savoir aussi que s'il y avait eu étaiement à cheval sur une fissure liée à une rupture de poutre, la petite différence de niveau entre les deux côtés de la fissure aurait affaibli ou fait disparaître la marque brune du côté qui était le moins en contact avec le bois. Passons maintenant à l'aspect vérification. On peut déjà se demander pourquoi ils auraient été vérifier la superstructure s'ils n'ont pas vu les fissures, et s'ils n'ont pas étayé. Mais ne concluons pas avant d'avoir étudié correctement le passage en question. Ce qu'on peut dire, c'est que si ce passage a réellement été créé pour aller vérifier la fissuration des poutres, les constructeurs auraient fait le travail à moitié. Ils savaient que les poutres des niveaux supérieurs avaient une section inférieure à celle du premier plafond, donc qu'elles étaient moins résistantes. Et pourtant, ils n'ont pas jugé bon d'aller voir ce qui se passait au-dessus de la chambre de Davison. La rupture totale d'une des poutres des niveaux supérieurs aurait pu entraîner l'effondrement d'une partie de la structure dans le tombeau royal. À noter que la théorie officielle n'explique pas pourquoi le plafond de la chambre de Davison comporte des joints entre les poutres de même nature que ceux du plafond de la chambre du roi. Ils étaient parfaitement inutiles dans le cadre d'un tombeau et rendaient obligatoire la création d'un passage pour la finalisation du dernier joint. L'argument du passage créé uniquement pour aller vérifier ne tient donc pas, et ceci d'autant plus que ce passage n'a pas été rebouché après coup. Une question est quand même intéressante à se poser. Pourquoi ce passage a-t-il été creusé et non construit? S'agit-il d'un oubli réparé en cours de chantier, ou bien d'une volonté de minimiser le nombre de joints traversés? Il faudrait analyser le sens de taille pour déterminer si ce tunnel a été creusé à ciel ouvert dans des blocs déjà mis en place, puis recouvert avec des blocs, parce que s'il a été creusé après coup, c'est quasiment impossible à faire vu sa hauteur sous plafond. Je ne sais pas si vous avez essayé de buriner du calcaire dans un endroit où l'on ne peut marcher autrement qu'à quatre pattes, mais c'est loin d'être évident. Abordons maintenant la question du gros mensonge en ce qui concerne les réparations. Si on écoute la théorie officielle, ils ont étayé, vérifié et réparé parce qu'on a retrouvé 50 cm de plâtre au droit d'une fissure. Au droit, cela veut dire à côté, et le fait qu'une fissure apparaisse à côté d'une bavure n'est en aucun cas une trace de tentative de réparation. On voit d'ailleurs très bien sur la gauche de cette photo
que le joint entre le mur sud et la poutre déborde et qu'il est probablement à l'origine de la bavure à côté de laquelle la fissure s'est ouverte. Ne trouvez-vous pas étrange, messieurs les égyptologues, que ce plâtre retrouvé au droit d'une fissure se situe pile à un endroit qui était masqué par un soi-disant étai? On le voit très bien sur cette photographie. Si vous voulez me faire gober qu'ils ont mis un étai, puis enlever cet étai pour mettre du plâtre uniquement à cet endroit, et qu'en plus c'est une tentative de réparation, c'est pas gagné. Car j'ai 30 années de bureau d'études bâtiment derrière moi, et on ne me la fait pas. Si tentative de réparation il y avait eu, les étais auraient été positionnés à côté des fissures, et toutes les fissures auraient été comblées. Or, ce n'est pas le cas. Seuls 50 cm de fissures ont un peu de mortier au droit, et même celles du dessus n'ont pas été comblées. Sur cette photographie prise par Gilles Dormion, d'une des fissures visibles dans la chambre de Davison, vous constaterez comme moi qu'aucun plâtre n'a été mis dans les fissures. C'était pourtant plus facile à faire qu'en sous face des poutres. L'argument réparation ne tient donc pas. Je pense que si les constructeurs avaient réellement vu les fissures, ils auraient tenté de rattraper l'accident avec un doublage porteur en granit le long du mur sud. La chambre aurait perdu 1 mètre en largeur, mais la solidité de l'ensemble aurait été renforcée. Or, ils n'ont pas étayé, ils n'ont pas vérifié et ils n'ont pas réparé. Ma vision des choses est d'ailleurs confirmée par les témoignages écrits et graphiques des premiers explorateurs de cette pyramide. Le colonel Coutel, suite à l'expédition d'Égypte de 1798, écrit dans le livre La description d'Égypte, le plafond de la chambre du roi est formé de pièces monolithiques longues de plus de 6 mètres. Il y en a 9, ainsi placées en travers. Même remarque ici que dans la galerie et dans tous les canaux, point de tassement, point d'ébranlement visible. Rien ne s'est déplacé depuis l'origine, puisque tout y est parfaitement d'aplomb ou de niveau. Le granit des parois est si poli et si dur qu'on a vainement essayé d'y graver des noms. Tous ceux qu'on y lit y ont été tracés au crayon. En général, tout cet ouvrage est de la plus parfaite exécution et l'appareil est admirable. Puis il dit, en parlant de la chambre de Davison, cette précaution, le fait d'avoir construit cette chambre au-dessus de la chambre du roi, n'était pas tout à fait inutile. Plusieurs pierres de ce second plafond sont fendues à une petite distance de leur portée et les blocs de granit qui les supportent sont éclatés sur les bords par le poids des pierres posées en décharge sur l'extrémité de ce plafond et par celui de la masse supérieure. À partir du moment où il écrit que la précaution d'avoir fait une autre chambre au-dessus de celle du roi n'était pas tout à fait inutile, c'est que d'après lui, elle a rempli son rôle protecteur et que les poutres du plafond de la chambre du roi sont restées intactes jusqu'à la date de son observation. On sait donc qu'à cette époque, quelques poutres du second plafond étaient fissurées et que celles de la chambre du roi étaient encore intactes. Idem pour Piazzi Smith, qui dessine la chambre du roi en relevant le moindre coup ou trace d'effraction sur les murs et le plancher, mais qui curieusement ne relève aucune fissure au plafond de la chambre. Vous l'avez compris, les constructeurs de la Grande Pyramide n'ont jamais vu les fissures au plafond de la chambre du roi. L'explication donnée par les égyptologues pour expliquer le rôle du passage créé entre la Grande Galerie et la chambre de Davison est donc totalement obsolète. En fait, les égyptologues n'ont pas compris le rôle des 5 plafonds, des joints en plafond de la chambre de Davison, du passage et des conduits de la chambre du roi. Pas plus qu'ils n'ont compris d'ailleurs le reste de l'architecture interne de cette pyramide. Mais ils ont imposé à tout le monde l'idée que c'était un tombeau, et peu importe si la momie du pharaon ne pouvait même pas passer par le couloir ascendant. Il existe pourtant une explication tout à fait rationnelle à toutes ces anomalies architecturales. C'est celle qui est visible sur le site www.keops.biz, keops.biz, et dans le livre Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Un jour, il faudra réécrire toute l'histoire de cette pyramide, et ce jour approche. J'espère aussi que ce petit diaporama vous aura permis de vous faire une meilleure idée sur mes travaux de recherche et sur mon honnêteté intellectuelle. Ceux qui la remettent en cause dans les forums pour défendre l'idée du tombeau feraient mieux d'appliquer leurs conseils à eux-mêmes et leur esprit critique à la théorie officielle.